Allez, salut à tous et bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi absolument monumental de l'ingénierie moderne. Comment on fait pour poser un vaisseau sur Mars sans qu'il finisse en une gigantesque boule de feu? C'est une question qui pousse la science des matériaux, la conception vraiment jusqu'à leurs limites. Alors c'est parti, plongeons là-dedans. Franchement, la question donne le vertige, non? Il faut s'imaginer un engin qui déboule à plus de 20 000 km/h. Il doit freiner et freiner fort, mais voilà, l'atmosphère de Mars, elle ne fait aucun cadeau. Elle est fine, elle est hostile, c'est l'épreuve du feu, au sens le plus littéral du terme. C'est un des moments les plus critiques de toute l'histoire de l'exploration spatiale. Et c'est bien là que se trouve tout le paradoxe martien. C'est un vrai casse-tête. L'atmosphère de Mars est beaucoup trop fine, trop ténue, pour vraiment ralentir un vaisseau, un peu comme un parachute le ferait ici sur Terre. Mais elle est juste assez dense pour que la friction à cette vitesse folle génère une chaleur absolument colossale. Pour qu'on se représente bien la chose, faisons une petite comparaison. Ici, sur Terre, notre atmosphère, elle est épaisse. Elle agit comme un immense coussin d'air qui va naturellement ralentir tout ce qui la traverse. Sur Mars, avec à peine 1% de notre densité, eh bien ce coussin, il n'existe quasiment pas. Il faut donc trouver un autre moyen de freiner, tout en faisant face à un danger bien plus direct. Et ce danger, il est bien réel. Même avec une atmosphère si fine, la compression des gaz à des vitesses hypersoniques fait grimper la température à plus de 3000 Kelvin. Pour vous donner une idée, c'est plus chaud que de la lave en fusion. C'est une chaleur qui peut vaporiser l'acier. Alors comment on survit à un enfer pareil? Bon, pour comprendre comment les ingénieurs arrivent à relever ce défi, il faut voir un vaisseau spatial non pas comme un seul objet, mais plutôt comme un assemblage de systèmes super complexes. Chaque pièce, du moteur au panneau solaire, a un rôle absolument crucial, et tout doit fonctionner en parfaite harmonie. Voici donc les acteurs principaux. On a la propulsion pour se déplacer, l'énergie pour que tout fonctionne, le contrôle d'attitude pour s'orienter, les communications pour garder le contact. Mais aujourd'hui, le vrai héros de notre histoire, c'est le dernier de la liste, le système de contrôle thermique, le fameux SCT. C'est lui qui est en première ligne face à cette chaleur infernale. Et pour notre analyse, on s'appuie sur les recherches de l'Acceleron Aerospace Journal. C'est là qu'on découvre que la pièce maîtresse de ce système de contrôle thermique, c'est le système de protection thermique, qu'on connaît mieux sous le nom de bouclier thermique. C'est, littéralement, la seule chose qui se dresse entre le vaisseau et la fournaise. Allez, passons à la solution. Comment est-ce qu'on conçoit un bouclier capable de résister à une épreuve pareille? Eh bien, tout repose sur deux grands piliers. D'abord, la forme aérodynamique et ensuite les matériaux complètement extraordinaires qui le composent. En gros, il y a deux approches principales. La première, c'est la forme dite émoussée, un peu comme un grand bouclier rond. C'est génial pour freiner parce que ça crée une onde de choc qui pousse la chaleur loin du vaisseau. L'inconvénient, on ne peut pas vraiment le piloter. L'autre option, ce sont les corps portants qui ressemblent plus à une aile. Ça permet de manœuvrer, de viser une zone d'atterrissage précise. Le prix à payer, la chaleur est bien plus concentrée et ça demande des matériaux encore plus performants. Et la clé de tout ça, c'est un processus presque magique qu'on appelle l'ablation. C'est une sorte de sacrifice contrôlé. La couche extérieure du bouclier, elle est conçue pour brûler, pour se carboniser et se transformer en gaz. Et ces gaz, ils créent une sorte de coussin protecteur qui va activement repousser le plasma incandescent et donc empêcher la chaleur d'atteindre le reste du vaisseau. C'est de l'ingénierie sacrificielle à son plus haut niveau. Et les matériaux qui permettent cette magie sont incroyables. Mais c'est toujours une histoire de compromis. Prenez le Pika, utilisé sur le rover Curiosity. C'est un champion du rapport poids-résistance, mais on doit l'assembler comme un grand puzzle de tuiles. À l'opposé, on a les céramiques UHTC. Elles peuvent former des bords très aérodynamiques, super pour piloter, mais elles sont lourdes et fragiles. Et puis il y a toute la recherche sur des matériaux d'avenir comme les carbones poreux. Bref, chaque mission implique un choix vraiment délicat. Ok, mais concevoir avec les matériaux d'aujourd'hui, ça ne suffit plus. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère, celle du nexus de la fabrication de nouvelle génération. C'est le point de rencontre de plusieurs technologies révolutionnaires qui sont en train de réécrire complètement les règles du jeu de l'ingénierie spatiale. Et cette citation de l'Acceleron Aerospace Journal, elle résume tout parfaitement. On ne parle pas de petites améliorations, on parle de changement de paradigme. Le but, c'est de rendre les boucliers à la fois plus légers et plus performants. C'est la clé pour pouvoir envoyer des charges plus lourdes sur Mars et un jour, des humains. Et au cœur de cette révolution, qu'est-ce qu'on trouve? L'impression 3D, bien sûr, la fabrication additive. Imaginez un peu, on peut imprimer un bouclier thermique d'un seul bloc, sans les joints entre les tuiles qui sont toujours un point faible. Et encore mieux, on peut concevoir sa structure interne au millimètre près pour optimiser la dissipation de la chaleur d'une façon qui était totalement impossible avant. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est un changement de jeu complet.
Mais attention, pouvoir fabriquer des formes super complexes, c'est génial, mais ça ne fait pas tout. L'autre pilier de ce fameux nexus, c'est l'intelligence artificielle. L'IA, ce n'est plus juste un outil pour analyser des données, ça devient un vrai partenaire de conception qui nous aide à imaginer des solutions plus intelligentes et surtout plus sûres. Regardez ça. C'est juste fou. Une simulation aérodynamique traditionnelle, une CFD, ça peut prendre 1000 heures de calcul. Un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur ces données peut donner un résultat quasi identique en 1 heure. Le gain d'efficacité est colossal. Ça permet d'explorer des milliers de designs différents au lieu d'une poignée seulement. Et avec cette puissance de calcul, on peut faire des trucs dignes de la science-fiction, comme le jumeau numérique. C'est quoi? Imaginez une copie virtuelle parfaite du bouclier qui vole en temps réel dans une simulation juste à côté du vrai vaisseau. Cette copie est alimentée par les données des capteurs et l'IA peut prédire ce qui va se passer dans les secondes à venir. C'est comme un copilote virtuel qui anticipe les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Et ce n'est pas que de la théorie, ça donne des résultats bien concrets. En explorant des milliers de possibilités, les algorithmes d'IA ont déjà découvert des formes de boucliers hybrides que les ingénieurs n'avaient même pas envisagées. Et le résultat? Une réduction du pic de chaleur qui peut aller jusqu'à 18%. C'est une marge de sécurité absolument énorme. Alors voilà, on boucle la boucle. La question, ce n'est plus seulement comment survivre à l'entrée sur Mars, c'est plutôt à quelle vitesse cette convergence, ce nexus entre l'IA et la fabrication additive va non seulement rendre les missions plus sûres, mais aussi beaucoup plus audacieuses. La synergie entre l'esprit de conception presque infini de l'IA et la liberté de création totale de l'impression 3D, ça pourrait bien être la clé qui nous ouvrira une bonne fois pour toutes les portes de la planète rouge.